Bon, parlons maintenant de cette autobiographie intitulée Mélancolique Rodéo, publiée chez Robert Laffont. Vous citez ce proverbe: si vous voulez que vos rêves se réalisent, ne dormez pas. Donc j'ai enfin compris votre secret, on ne dort pas. Exactement. Et donc on travaille jour et nuit. Exactement. Ah oui, c'est fou. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on est ici ce matin. Oui. On était aussi très tard ailleurs. Oui. Mais vous êtes en pleine forme, ça se voit pas que vous dormez pas. C'est vrai, mais il faut attendre le déjeuner pour se faire une idée. Ça peut tomber en cours de journée. Mais vous faites une petite sieste après pour vous remettre. La petite sieste d'après le déjeuner, qui permet de repartir. Mais c'est incroyable parce que tant de productivité depuis tant d'années, d'où vous trouvez cette énergie? Je sais pas, je pense que je le dis d'ailleurs, ce livre, Stéphane, vous avez commencé à parler de beaucoup de chiffres et en fait j'avais envie d'expliquer aussi ce qu'il y a derrière ces chiffres. Oui. C'est le but du livre d'ailleurs, c'est en fait de montrer aussi que tout ça, il y avait une histoire, il y a une histoire derrière. Et on vous découvre d'ailleurs dans cette histoire des choses qu'on ignorait. D'ailleurs, à l'origine, vous vouliez plutôt écrire un roman plutôt qu'une autobiographie. Oui, c'est vrai, j'ai toujours aimé écrire, j'ai fait beaucoup de textes de chansons, et différentes choses comme que ce soit Les mots bleus, Les paradis perdus, etc. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et en fait, j'avais toujours envie d'écrire un roman. Et j'avais donc le titre depuis longtemps, et puis l'idée de faire un roman à partir d'objets. Et je me suis laissé convaincre par mon entourage d'écrire une autobiographie, et j'ai gardé le titre et l'idée d'aborder ma vie et mon parcours à travers des objets pour rompre avec la chronologie classique d'une autobiographie. Justement, on va égrener en quelque sorte vos objets, mais c'est un joli oxymore finalement, mélancolique rodéo, parce que le rodéo est les oxymores comme on les aime, oui, exactement. Oui, parce qu'un rodéo est a priori rarement mélancolique. Sauf quand on tombe. C'est beaucoup plus que mélancolique. Oui, mais ça fait rire. Voilà, ça fait rire. Ça dépend sur qui on tombe. Ça dépend sur qui on tombe. Et c'est vrai qu'il y a d'abord une chose qui peut paraître surprenante dès la préface, c'est que vous êtes attaché à des objets. Moi, je pensais qu'en tant que moderniste à tout crin, vous détachiez au contraire de ces choses matérielles, de ces objets. Vous étiez entouré que d'objets dernier cri. Et en fait, non, vous avez conservé tous les objets qui ont compté dans votre vie. Alors, je ne les ai pas nécessairement conservés, mais c'est vrai que j'ai toujours eu besoin, par exemple, quand je commence un album, il faut que j'ai un nouvel objet. Ça peut être un clavier, ça peut être un synthé, évidemment. C'est comme ça. Et en fait, pour ce livre, il fallait que je trouve un objet. J'ai trouvé un objet formidable, c'est une des premières photos du livre. C'est une Remington Bluetooth. C'est-à-dire que c'est une machine à écrire sur laquelle on met son iPad et on écrit, mais on a le bruit de la machine à écrire. Et donc il fallait que je commence par ça. Donc une fois que j'ai eu cet objet-là, j'ai pu commencer le livre. Oui. Un des premiers objets que vous évoquez, c'est un petit sac en croco que vous avez acheté à votre mère dans les années 60, France Péjot, qui vous consacrait, il faut bien le dire, des pages qui sont bouleversantes. C'est vrai qu'on parle souvent de votre père, on vous parle tout le temps de votre père, le célèbre compositeur Maurice Jarre, dont vous portez le nom, mais vous rappelez que vous ne lui devez absolument rien. D'abord parce qu'il a abandonné la famille quand vous aviez 5 ans, et vous l'avez pratiquement jamais revu. Mais c'est votre mère qui, avec peu de moyens, avec beaucoup de courage, vous a élevé seule, et surtout qu'elle avait traversé des épreuves terribles, à commencer par celle de la guerre. Oui, ma mère était. On a toujours tendance, les fils qui aiment leur mère et avec qui ça s'est bien passé, on a toujours tendance à dire que nos mères sont uniques et incroyables. Et dans mon cas, avec objectivité, c'est une femme extraordinaire, héroïne de la guerre et héroïne tout court pour moi. Elle a été capturée 3 fois par les Allemands. Elle s'est échappée 3 fois. Elle est rentrée de Berlin sur le toit d'un train en baissant la tête à chaque tunnel. C'était un personnage avec un humour incroyable. Et effectivement, quand mon père nous a abandonnés à 5 ans, on s'est retrouvés, ce qui est une chose classique qui arrive à beaucoup malheureusement, mais à vivre en autarcie avec très peu de moyens. Et en fait, dans la journée, j'étais moi un enfant comme les autres, mais la nuit, en fait, j'avais la trouille. Je me disais, le duo qu'on forme, si l'un tombe, que devient l'autre? C'est très tôt, j'ai eu envie, et je me suis dit, il faut l'aider, il faut qu'on s'aide mutuellement. Et donc, j'ai trouvé très rapidement des petits boulots. Je m'étais même inventé un frère peintre, parce que je faisais de la peinture quand j'avais 12-13 ans. À 12-13 ans, un peintre, on n'est pas crédible, quel que soit son talent d'ailleurs. Et donc, je m'étais inventé ce frère imaginaire pour vendre des toiles aux puces, etc., pour l'aider. Et elle rêvait, il y a un magasin qui s'appelle La Bagagerie, qui existe toujours d'ailleurs rue de Rennes, et elle rêvait de ce sac en croco. Elle n'avait pas les moyens de se l'acheter, évidemment. Et donc, j'ai économisé pendant 1 an en faisant des petits boulots, et je lui ai offert ce sac en croco. Je pense que j'avais pas non plus la somme totale, mais je pense que j'avais 10-11 ans, et donc je suis allé séduire les vendeuses, et elles m'ont fait un prix, je pense. Je suis venu avec les pièces et les billets, j'ai tout mis sur la caisse, et puis bon, elles m'ont quand même donné le sac. C'est très très beau souvenir, je pense aussi pour ma mère à l'époque, bien sûr. En tant que Lyonnais, que vous êtes comme moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est étonnant, c'est que par rapport à ma mère, finalement, elle va avoir
l'année prochaine un passage à son nom, le passage à France Lyon, Peugeot à Lyon. Ouais. Et c'est étonnant que finalement la moins connue de nous trois, de mon père, C'est ma mère, c'est celle qui est la reconnaissance de la rue. Un passage, c'est pas mal. Les gens vont vivre, s'aimer, naître. Passage France Peugeot, ce qui est plutôt joli pour la famille et pour moi en tout cas. Autre personnage incroyable dans votre parcours, c'est votre grand-père paternel, dont vous êtes resté proche. C'est un bricoleur qui fabriquait notamment l'inventeur du Tépaz après la guerre. Oui, c'était un ingénieur qui était un musicien qui jouait du hautbois et qui en même temps a inventé une des premières consoles de mixage pour la radio avant la guerre, et puis qui a inventé le Tépaz, cet électrophone, ce tourne-disque portable, qui est en fait l'ancêtre de l'iPod d'une certaine manière. Oui. Exactement. Vous en avez eu, Patrice? J'en ai eu un Tépaz. Moi aussi, on a connu ça. Et il vous a inventé le premier magnétophone. Oui, il m'a offert le premier magnétophone à 10-12 ans. Et c'est étrange parce que c'est vrai qu'il m'a offert ce magnétophone qui était une chose, et je passais mon temps à enregistrer les bruits de la rue, les bruits des berdes de lait, comme on disait, les bouteilles de lait métalliques. Et puis il y avait des cafés, on habitait devant le cours de Verdun, devant la gare de Perrache, et où les cirques venaient s'installer. Il y avait les cafés de la gare en même temps qui étaient face là, qui étaient juste en bas, où il y avait les putes et les soldats, qui étaient à l'époque de la guerre d'Algérie, qui s'engueulaient, etc. Il y avait toute cette espèce de bruit que j'enregistrais sans savoir qu'un jour ça me servirait, tout ça, ça serait un moyen de faire de la musique, et qui est devenu le moyen le plus populaire de faire la musique, ce que font les DJ aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'ai réalisé plus tard. Ça, on a tous respiré, de l'oxygène. Oui, je crois que j'ai toujours l'album, moi. Quelque part. 76, non? Ça me touche beaucoup, ces fans. Vraiment, j'ai aucune raison de m'en débarrasser, surtout. Bah oui, même si on n'a plus vraiment. Oui, mais c'était l'album. C'est 33 tours. Ce qui est formidable, c'est que les pochettes avaient raconté une histoire aussi. Elles étaient oui, c'est vrai que Oxygène déjà était assez prémonitoire, puisque j'étais déjà sensibilisé à. On n'était pas si nombreux à être sensibilisés à l'environnement, et c'est vrai que la pochette avec ce crâne, la terre écorchée. Je me souviens d'ailleurs que ma mère me dit: mais pourquoi tu as appelé ton album par un nom de gaz et que tu as mis un crâne sur la pochette? C'est pas terrible, ça, quand même. Oui, ce qui est fou, c'est le premier album qui marche très fort. C'est l'un des albums français les plus vendus dans le monde. Et vous racontez que quand vous l'avez fait écouter à l'actrice Charlotte Rampling, qui partageait votre vie à cette époque, elle vous dit: j'ai rien entendu quelque chose de pareil. Soit ça passe inaperçu, soit ça sera un énorme succès. Ça a été un énorme succès. C'est un énorme succès. Exactement. Et universel, d'ailleurs. Il paraît que Paul McCartney vous a dit que en tournée, il se shootait à Oxygène. Oui, c'est vrai que quand la première fois que j'ai rencontré... je vais dire, peut-être à autre chose aussi, mais en tout cas à l'Oxygène. Non, mais c'est exactement ça. Et la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit: Oxygène et Equinox, on l'écoute pendant la tournée de Wings, c'était le groupe après les Beatles qu'il avait, pendant la tournée américaine, il n'écoutait que ça, venant de l'auteur de Lucy in the Sky with Diamonds. C'est quelque chose qu'effectivement, il est pris un certain nombre de substances sur sa propre musique, c'est encourageant. Et c'est à partir de cette époque que vous donnez des concerts incroyables. Je me souviens d'avoir vu celui de la place de la Concorde, c'était avant les années 80, c'était fin 79. C'était 78, oui, c'est ça. Après, il y a Houston, Londres, Moscou, Le Caire, des millions. Vous êtes entré dans le livre des records parce qu'évidemment, il y avait des foules innombrables. Et en fait, tout ça a été inspiré, ce que je découvre dans votre livre, par le cirque. Oui, c'est vrai. J'étais tout à fait obsédé, impressionné quand j'étais enfant par cette idée très félinienne, au fond, des cirques qui arrivent par un côté de la route. Et les gens qui habitent dans les petites villes ou des villages ont ces mêmes souvenirs, posent leur chapiteau une soirée et disparaissent le lendemain par l'autre côté. Et en fait, c'est toujours quelque chose, les gens du voyage, le fait de quelque chose qui a l'air... Quelque chose d'éphémère, en fait. D'éphémère, où on n'a pas de deuxième chance, qui ne se reproduiront pas, me semblait assez en phase avec la musique que je faisais, paradoxalement. Parce que quand j'ai commencé, en fait, la musique électronique, il n'y avait pas de salle. Il y avait ou des théâtres pour le rock, la musique le classique ou le jazz, ou alors des salles qu'on appelait omnisport, où le lundi, vous avez un congrès du PS, le mardi, un congrès de séminaire de Tupperware, et puis le mercredi, un match de boxe, vous jouez le jeudi, et c'est pas terrible, les ondes. Naturellement, je suis venu à l'extérieur. Mais ce que je voudrais simplement dire très brièvement, c'est que tout ça est un concours de circonstances. C'est-à-dire que je n'ai pas... Tout ce que je raconte dans le livre, et tous ces concerts auxquels vous faites allusion, sont des concerts que je n'ai pas du tout initiés, qui sont arrivés. Oui, qui sont arrivés. C'est comme Moscou qui vous demande de jouer pour le 850e anniversaire de la ville, et le maire vous dit il pleuvra pas parce que il vous dit les autorités contrôlent la pluie. Oui, c'est ça. Donc j'ai cru que c'était drôle, c'était une plaisanterie, mais c'est vrai. Pas du tout. Ils ont d'ailleurs vendu à prix d'or ce système qui est une sorte de toile qui, à mon avis, n'est pas très écolo, qu'on émet dans les nuages, qui permet de stopper. Ils ont vendu ça aux Chinois pour les Jeux Olympiques de Pékin. Et effectivement, quand on a fait le concert, il pleuvait des cordes à l'extérieur de Moscou. Mais pendant 3 semaines, on n'a pas eu une goutte de pluie.
Et je me souviens que l'ingénieur du son, qui était un Américain, qui était un type qui prenait les mêmes substances que McCartney, en fait, est venu un jour en me disant, regarde, vraiment, il y a des extraterrestres qui vont débarquer, parce qu'il y avait des trucs qui clignotaient un peu partout. Voilà. Mais ce qui est fascinant, on se pose toujours la question avec votre destin sur l'éducation et la génétique. Vous n'avez pas été éduqué par votre père, en même temps vous avez suivi d'une certaine manière, puisque vous avez la même notoriété en termes de musique, donc est-ce que c'est dans vos gènes ou est-ce que... C'est un mystère, la relation avec mon père de toute façon est un mystère. Effectivement, qu'est-ce qui tient des chromosomes et qui tient du hasard ou des circonstances, c'est fou, hein. C'est compliqué, mais c'est vrai que un des regrets de ma vie, c'est au fond de ne jamais avoir pu, alors que, comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup de musiciens français déjà qui ont une carrière internationale, mais deux dans la même famille, ça n'existe pas. Et qu'en plus, le paradoxe, c'est qu'on n'ait jamais réussi ensemble à parler de musique. Ne serait-ce de parler de musique, ce qui était... Je raconte cette histoire, enfin bon, on va pas... Non, mais il faut que les auditeurs lisent. Mais c'est fascinant, il y a tout dans le livre. Et puis à part des recettes de cuisine, je crois qu'il y a à peu près tout dans le livre. C'est pour le prochain, ça. Alors, on a des informations à vous donner sur Jean-Michel Jarre. Vous dites c'est vrai, c'est faux, et ensuite on le laisse répondre. D'accord. Vous savez, c'est l'homme des méga-concerts. D'ailleurs, il détient toujours le record du concert de Moscou 97, 3,5 millions de spectateurs. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il prend beaucoup sur lui pendant les concerts, parce que, en vérité, Jean-Michel Jarre est agoraphobe. Il déteste la foule. Donc le comble de l'agoraphobie, c'est Jean-Michel Jarre. Oui, c'est ça. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Un vrai info. Alors, Jean-Michel? Vous avez tous les deux raison d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai souffert d'agoraphobie à cause de ma mère, en fait, qui m'a donné cette tendance à être agoraphobe et claustrophobe, à cause du fait qu'elle était une raison assez sombre, puisque quand elle est partie en déportation, le train qui est parti de Paris, s'est arrêté dans une gare après Sarrebruck, et pendant 24 heures, il y a eu des bombardements, et les Allemands ont quitté ce train. Et en fait, elle est restée dans un wagon à bestiaux avec les autres femmes, et les gens paniquaient, et elle a eu ce réflexe de dire à haute voix, asseyons-nous, arrêtez de crier, sinon on va mourir. Et en fait, elle a été un des rares wagons à survivre, mais elle en a gardé cette peur de la foule, et en même temps, je m'en suis donc beaucoup servi pour être réformé du service militaire, ce que je raconte dans le livre, en disant que j'étais totalement agoraphobe, que je ne pouvais absolument pas supporter la foule, ce qui était évidemment assez paradoxal, si c'était arrivé, si c'est passé dans ma vie. L'instructeur qui a dû voir ça. Le colonel qui est venu au concert plus tard, s'est dit je me suis peut-être fait avoir. Alors on parlait d'Oxygène tout à l'heure et de la sortie, donc vous ne saviez pas très bien si elle allait marcher ou pas. Puis peu de temps après la sortie, il se promène sur les Champs-Élysées avec son producteur, et là il voit Elton John qui sort de chez un disquaire avec une dizaine d'albums sous le bras. Donc là ils se sont dit bon, c'est un bon signe quand même, hein. Ça sent bon. Ouais, parce que si les anglo-saxons se mettent à acheter du... Elton John va chez un disquaire. Elton John va chez... Voilà, l'information, c'est qu'Elton John va chez un disquaire. Allez chez un disquaire. Oui, à l'époque, il pouvait rentrer. À l'époque, il pouvait encore. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Vous êtes sûr? Oh, oui. Sûr. Non, c'est vrai. Hein. Oui, non, c'est vrai. À une époque où justement il y avait des disquaires sur les Champs-Élysées. Et ce qui est intéressant, c'est que au fond, moi, j'ai joué dans des groupes de rock quand j'étais ado, et je me suis rendu compte que les Anglais finalement tenaient leur révolution. C'était la pop musique, mais que c'était pas la nôtre. Même si on l'écoutait, on l'aimait, ils tenaient leur révolution sur le plan culturel, sur le plan musical. Et je me suis dit, il faut qu'on trouve la nôtre. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, quand j'ai rencontré Pierre Schaeffer et que je me suis intéressé justement à une autre forme de musique, je me disais, on tient la nôtre finalement. La musique électronique, on l'oublie souvent, c'est une musique qui n'a rien à voir avec le rock, le jazz, le blues et le monde anglo-saxon. C'est une musique qui vient de l'héritage de notre musique classique, de France et d'Allemagne au départ, qui a conquis le monde. Et autant John Lennon disait que le rock français était au niveau du vin anglais, on peut pas dire ça de l'électro en France, qui est une scène très très importante. Bien sûr, exactement, pionnier, absolument. Alors on l'a un petit peu évoqué, Jean-Michel Jarre, aussi parolier. Bon, il y a les mots bleus. Ah bah oui. Il y a Où sont les femmes aussi, de Patrick Juvet. L'hymne de la Gay Pride. Voilà, Où sont les femmes? Oui, bien sûr, je suis très fier. Le Paradis perdu aussi. Le Paradis perdu, oui. Le dernier des Villacois, faut pas rêver. Alors il se posait quand même une règle quand il écrivait des chansons, c'est de ne pas mettre le mot amour ni le mot je t'aime. D'ailleurs, dans les mots bleus, vous n'avez ni amour ni je t'aime. Et pourquoi vous avez fait ça? Ah bah, est-ce que c'est vrai ou faux déjà? Non, mais c'est vrai ou faux? Je pense que c'est vrai, dans les mots bleus, il n'y a pas je t'aime. Mais c'est une contrainte pour parler d'amour sans utiliser, sans dire le mot. Ouais. Exactement, c'est vrai, oui. Bah, c'est une contrainte poétique, c'est un peu comme l'histoire de Pérec, par exemple, qui enlevait certaines voyelles, etc. Ça vous force à dire les choses.
Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé JMJ. Oui, C'est comme les journées mondiales. Bah, c'est d'ailleurs ce que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait, quand je rencontre le pape Jean-Paul II à la veille du concert, la première chose que je lui dis, c'est que je lui dis que je pardonne volontiers à l'Église d'avoir piqué mes initiales. C'est vrai. Donc ça a fait marrer. Et on est devenus assez copains, si on peut dire. À partir de là, ça a rompu la glace. Oui, autant qu'on peut l'être. Voilà. Mais en ce qui concerne les Jean-Michel, j'ai quand même une autre histoire. J'ai appris récemment qu'il y avait un éleveur d'oies qui avait appelé le mâle de son cheptel Jean-Michel. Ah, c'est génial. Je trouvais plutôt sympathique. C'est un peu notre semaine. On a commencé avec les oies et on a fini avec les jarres. On va retrouver Jean-Michel Jarre dans un instant pour la suite de la bonne heure et pour le RTL, il est midi. Merci beaucoup Bénédicte Tassard. Nous retrouvons tout de suite notre invité Jean-Michel Jarre pour son autobiographie Mélancolique Rodéo. Alors un mot quand même cette semaine, évidemment on a tous suivi les obsèques, les hommages solennels à Jacques Chirac. Jacques Chirac que vous avez bien connu, notamment lors de vos concerts à Paris, et que vous avez revu après qu'il eut quitté le pouvoir. Vous parlez d'un homme fidèle et très cash. Oui, j'avais beaucoup d'affection, j'aurais toujours beaucoup d'affection pour Jacques Chirac, que j'ai rencontré la première fois après le concert de la Concorde en 78, 79. Et en fait, il est venu m'annoncer que il y a eu 1 million de personnes et qu'il y avait eu 7 accouchements. Oh. Et que c'était apparemment une moyenne normale. Ah bon Quand il y a 1 million de personnes réunies, il y a finalement 7 accouchements, c'est une moyenne. Donc je salue les bébés aujourd'hui ont 40 ans, je ne les connais pas, mais je les salue, j'en profite pour les saluer. Et puis je l'ai revu à plusieurs reprises, et c'est vrai que ce soit à la Défense, bien sûr, un des souvenirs les plus émouvants de ma vie, qui était pour la clôture des fêtes du bicentenaire, que j'ai revu à ce moment-là, puisqu'il était partie prenante de ce projet, et puis aussi en Chine à plusieurs reprises, notamment puisqu'il m'avait demandé de faire le concert d'inauguration dans la Cité Interdite et sur la place Tiananmen de l'ouverture de la France en Chine, et je l'ai revu aussi après qu'il ait quitté le pouvoir, où effectivement plus beaucoup de gens venaient le voir, et c'est quelqu'un qui se fichait totalement de savoir pour qui on votait aussi. Il avait ce côté avec beaucoup de sollicitude. Je me souviens que la veille du concert de la Cité Interdite, il m'a contacté, j'étais en pleine répétition, il me dit est-ce qu'on peut se retrouver au bar de l'hôtel, parce qu'on était au même hôtel, puisqu'il était là en voyage d'État là-bas. Il arrive et on va au bar, et en fait c'était simplement pour s'excuser du fait qu'il ne pourrait pas être là au concert, mais en me rassurant, en disant Bernadette sera là, et puis il y a beaucoup de gens effectivement français qui sont là. Malheureusement, je suis obligé de partir le lendemain, et voilà. C'est une petite anecdote qui en dit beaucoup sur la sollicitude et sur la gentillesse de Jacques Chirac. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, c'était quelqu'un près des artistes, bien qu'il ne soit pas nécessairement familier, ce que je dis dans le livre aussi, de beaucoup d'hommes politiques qui sont passés, je pense, à côté de la culture anglo-saxonne, la pop culture. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a peut-être un fossé qui s'est creusé depuis 30 ou 40 ans sur le fait que ce soit Mitterrand, Chirac et d'autres, pas seulement des présidents, étaient plutôt versés, par exemple, dans la littérature. C'était plutôt Kundera que Philip Roth, par exemple. Et c'est que la culture américaine ou anglo-saxonne n'a pas été très proche du pouvoir. Et je pense que c'est une des raisons qui a fait qu'il y a peut-être eu un éloignement de ce qui aussi fait partie de la culture populaire. Ça va être la minute anti-promo. La minute anti-promo. Alors, vous êtes avec Pierre Schaeffer, le créateur de la musique électronique. En quelque sorte, vous êtes le père des Daft Punk, de Air, Massive Attack, qui ont d'ailleurs participé à votre album Electronica. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les élèves n'ont pas dépassé le maître? Est-ce qu'ils ont tué le père? Est-ce qu'ils vous reconnaissent, ils sont reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour la musique électronique en France? Alors, il faut toujours tuer le père. Ça, c'est déjà un principe. Moi, j'y suis pas arrivé parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais donc j'ai essayé, il a fallu que je me démerde. Lui, c'est le père qui est Voilà, exactement. Il n'est pas arrivé non plus. Non. On était un partout. Un partout. Voilà. Non, je pense que, en fait, quand on est en bonne santé, au fond, et qu'on devient non plus le père, mais d'une certaine manière le grand-père, on a moins de problèmes. Il y a eu un moment de... Voilà. Maintenant, j'ai plus aucun problème avec la... Et je pense qu'il y a... Et puis surtout, plus sérieusement, la famille électro... quand j'ai commencé, on était considéré comme une bande d'allumés qui jouaient sur des instruments qui n'étaient même pas considérés comme des instruments de musique. Et aujourd'hui, la musique électronique est partout, et donc je suis ravi que la famille soit agrandie, et j'ai d'excellentes relations avec... et puis c'est vous qui en avez été à l'origine. Ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent. Oui, ils le reconnaissent.